Bonsoir et merci de nous retrouver sur ce plateau spécial. On parle aujourd'hui de l'or des femmes et vous devinez bien, il s'agit du karité, troisième produit d'exportation au Bénin. Le rôle des femmes dans sa chaîne de production n'est plus à démontrer et il vient de lui être consacré ici à Cotonou une conférence internationale qui a réuni plus de 300 participants venus du monde entier. Grâce à cette émission proposée par le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, le PARACEP, nous verrons l'essentiel à retenir de cette grande assise, les recommandations qui en découlent pour booster la filière karité, de même que l'importance de l'autonomisation des femmes dans la durabilité de cette filière. 6 invités pour en parler. J'ai avec moi Philippe Tokpanou. Vous êtes coordonnateur du PARACEP. Bonsoir et merci d'être avec nous. Juste à côté de vous, Madame Memonatou Kora. Vous êtes chef d'entreprise et vous intervenez dans la filière karité. Bonsoir. Bonsoir, madame. Un troisième invité, Gilles Adamon, vous êtes le président de l'association Karité Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Très honoré de vous avoir sur ce plateau. Urbain Béou, vous êtes le coordonnateur national de l'association Karité Bénin. Bonsoir, madame. Et juste à côté de vous, une autre dame, Gladys Tawema. Vous êtes également chef d'entreprise et vous intervenez dans cette filière. Bonsoir. Bonsoir, madame. Un sixième invité, Roland Ribaud. Vous êtes président, directeur général de Fludor Bénin, une entreprise qu'on ne présente plus. Bonsoir. Bonsoir, madame. D'entrée de jeu, pour que cela soit compris par tout le monde, nous allons essayer de savoir un peu avec Philippe Tokpanou ce que c'est que le PARACEP. Alors, le PARACEP, projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, est un projet qui est financé par l'Union européenne et l'AFD, avec pour maître d'ouvrage le gouvernement du Bénin à travers le ministère du Plan et du Développement, et comme principale partie prenante et acteur, le secteur privé béninois dans sa globalité. Quand je dis dans sa globalité, c'est aussi bien les organisations d'appui à ce secteur privé que les acteurs des filières, avec un focus particulier sur 3 filières, celle du karité, celle de l'ananas et celle de l'aviculture. Le PARACEP fait partie d'un ensemble plus grand, un projet intégré, le projet d'appui au développement du secteur privé, le PADSP, qui, au-delà des interventions du PARACEP, touche aussi à des questions de sécurité sanitaire des aliments et à des questions de mésofinance. Mais pour en revenir au PARACEP et à son appui à la filière karité, la principale motivation et le principal objectif recherché par cet appui est de développer la compétitivité de cette filière importante pour le Bénin sur les marchés régionaux, internationaux, mais pourquoi pas national, puisqu'il y a des consommateurs sur le marché national qui sont consommateurs de ces produits et ces produits sont en concurrence avec d'autres produits. Très bien. Alors, Philippe Tokpanou vient de le dire, il parle de compétitivité. Alors, Gilles Adamon, est-ce qu'on peut dire que la filière karité se porte bien au Bénin? J'aurais voulu qu'elle se porte mieux, mais il y a eu beaucoup de progrès depuis quelques années. Je ne vais pas tirer toute la couverture sur l'AKB, mais avec le concours de plusieurs partenaires au développement, l'AKB a donné des formations aux femmes pour mieux travailler les amandes de karité et le beurre de karité pour avoir des produits de bonne qualité. Et nous avons également pu mettre, avec le financement de certains partenaires économiques, des magasins à la disposition de ces femmes-là pour que les produits qu'elles fabriquent, qu'elles produisent, puissent être stockés dans de bonnes conditions pour que ça ne se détériore pas. Et ainsi, elles pourront les vendre à bon prix et avoir des revenus substantiels. Donc, lors de cette conférence, le ministre d'État, Bio-Tchané, a réaffirmé la volonté du gouvernement d'appuyer la filière karité. Donc, nous nous réjouissons de cela et nous espérons que ça va améliorer les rendements et
l'importance économique du beurre de karité dans l'économie du Bénin. Alors justement, vous parlez bien de cette conférence qui s'est tenue ici à Cotonou du 13 au 15 mars, hein, je crois. Alors, Urbain Gouérou, quelles sont les recommandations principales à retenir de cette grande assise? Merci, madame. La conférence internationale qui vient de se tenir à Cotonou a abordé 4 axes principaux. Nous avons discuté un peu des barrières à la commercialisation, des barrières tous les facteurs qui empêchent la filière de se développer au niveau global, nous en avons discuté. Nous avons discuté de la problématique du renforcement de capacité des femmes, comme l'a dit le président de l'AKB. C'est les acteurs clés de la filière parce que c'est elles qui fournissent, disons, la matière première que toute l'industrie exploite. Nous avons également discuté de la gestion durable de la ressource karité. C'est une problématique totalement essentielle parce qu'il ne saurait y avoir d'industrie du karité s'il n'y a pas d'arbre à karité. Et pour finir, nous avons également échangé sur le partenariat public-privé. Le président vient d'évoquer l'attention dont le karité bénéficie de plus en plus au Bénin avec l'investissement du gouvernement. Et donc, sur toutes ces questions, les participants sont parvenus à la conclusion selon laquelle le climat, l'environnement est favorable actuellement au développement de l'industrie, à l'expansion des marchés du karité. Et donc, à Cotonou, effectivement, nous avons mis en terre les graines du changement, les graines du futur de la filière karité à travers le monde. Alors vous le dites, à l'issue de cette conférence internationale, vous êtes tombé d'accord que l'atmosphère, l'environnement est favorable pour un développement de la filière karité. Alors Gladys Tawema, vous qui êtes chef d'entreprise et qui au quotidien exercez cette activité-là, comment se porte la filière karité? Alors je vais rejoindre M. Adamon, qui disait tantôt qu'il aimerait que la filière se porte mieux, mais qu'elle se porte bien mieux qu'avant. Nous voulons le regard du chef d'entreprise. Oui, je vais y arriver parce qu'il est chef d'entreprise aussi dans la transformation du karité. Ce que je constate, ça fait bientôt une dizaine d'années que mon entreprise est dans la filière karité. Et Caritic, donc, qui est cette entreprise, travaille avec des groupements de femmes dans la Takora et la Donga. Et il est vrai que, ayant compris que les femmes qui sont à la base de la filière karité doivent vivre décemment de cette activité-là, nous avons choisi d'aller sur un marché porteur et très rémunérateur, le marché du bio équitable. Ce qui fait que les femmes avec lesquelles on travaille, en tout cas, ont un meilleur revenu grâce au fait que le beurre de karité bio coûte un peu plus cher et permet donc de mieux rémunérer les femmes à la base. Donc je dirais qu'avec ce genre d'initiative, la filière se porte mieux qu'elle ne l'était avant et se portera certainement mieux tant que les femmes ont le juste retour du fruit de leur travail. Alors, Maimouna Toukora, le ministre du Plan et du Développement, Abdoulaye Biotchane, l'a dit, cette filière impacte plus de 500 000 femmes au Bénin. Est-ce exact? Oui. C'est exactement ça. Je peux même dire que c'est plus que ça parce qu'il y a des villages plus reculés dans le Bénin où tout le temps nous n'arrivons pas à atteindre. Mais avec tout ce qui se passe maintenant, je crois qu'on peut toucher toutes ces femmes-là pour avoir plus de nombre. Et quel est le lien qu'on peut faire entre l'autonomisation de la femme et la durabilité de ce secteur? Bon, par rapport au lien de l'autonomisation et la durabilité, nous pouvons dire que pour vraiment rendre les femmes autonomes, il faudrait qu'elles puissent vraiment travailler et gagner le fruit de leurs travaux. Et pour rendre plus durable. C'est pas le cas actuellement? Bon, c'est le cas, mais tel que Mme Gladys vient de le dire,
il faut qu'elles puissent aussi être au même niveau que les femmes de Gladys. Parce que moi, je suis dans le Borgou, donc ce n'est pas dans la Donga. Si nous pouvons avoir des travaux qui peuvent être comme pour Gladys dans la Donga, donc elles pourront travailler mieux, vendre et pouvoir supporter toutes les charges. Parce qu'en réalité, c'est elles qui supportent les charges à la maison. Et pour rendre ça plus durable, les aider aussi à avoir des équipements pour pouvoir les protéger contre les dangers auxquels elles sont exposées lors du ramassage, lors de la transformation. Parce que ce n'est pas une activité facile, c'est une activité... Nous allons revenir de toute façon sur les contraintes liées à cette filière-là. En attendant, Roland Ribou, vous êtes président, directeur général de Fludor. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine-là? Nous sommes dans les produits gras, les matières grasses, puisque nous faisons de l'huile à base de graines de coton et de soja. Et c'est assez naturellement que nous sommes passés vers une matière qui est aussi une matière grasse, mais que l'utilisation est complètement différente, puisque ça va vers le beurre de qualité alimentaire en ce qui nous concerne. Donc c'est la raison essentielle pour laquelle nous avons choisi ça. Et puis d'autre part, il y a aussi une autre raison, c'est que, par exemple, il y a 45 000 tonnes de noix d'amandes qui sont produites chaque année. Je veux dire, ça, ce sont en fait ce qui n'a pas été consommé même localement au point de vue artisanal. Donc ces quantités partaient jusqu'ici complètement à l'export en tant que tel. Donc ce n'est pas normal qu'un produit comme ça continue à aller au Danemark par exemple pour être transformé là-bas. Donc on a pensé que c'était indispensable de commencer à faire un travail dans ce domaine, donc on l'a fait. Et c'est pourquoi actuellement, l'année dernière, on a transformé 15 000 tonnes de noix par rapport à, disons, 45 000 tonnes qui sont produites localement, sans compter les 15 000 tonnes à peu près qui viennent du Nigeria. Alors, Memonatou Kora, parlant des contraintes liées à cette filière-là, parlez-nous-en quelque peu. D'accord. Par rapport aux contraintes, effectivement, l'activité de carité n'est pas facile. Je crois que tout le monde le sait. Si on doit partir du champ d'abord à l'obtention de bonnes amandes que recherche M. Ribou, ce n'est pas facile. Quand elles vont pour le ramassage, elles sont exposées aux reptiles, parce que c'est un fruit qui est très sucré. Les reptiles aussi en profitent souvent. Donc, elles ont ces problèmes-là. Maintenant, pour avoir des réponses à ces problèmes, nous souhaiterons que les partenaires qui sont avec nous viennent vraiment au secours des femmes en leur aidant à trouver des bottes, des gants, donc pour le ramassage et pour la transformation, les aider à avoir des ustensiles et des équipements qu'elles peuvent utiliser à leur niveau. Parce que nous voulons que ça soit durable. Pour parler de la durabilité, si les dames ne sont pas bien portantes, elles ne pourront pas travailler tout le temps. Puisque en réalité, au retour, c'est elles qui prennent en charge tout. Elles supportent les enfants. Et maintenant, il faut qu'elles produisent en bonne santé, pouvoir vendre. Le revenu qu'elles vont trouver puisse aider les enfants. Par moment, même avec le revenu qu'elles ont dans les villages, elles participent aux activités des communes. Quand une commune veut faire quelque chose, on leur demande leur participation et elles participent. Donc nous voulons qu'elles participent mieux dans l'avenir. Alors Philippe Tokano, à travers votre projet, qui, il faut le dire, est financé par l'Union européenne et l'Agence française de développement, avec pour maître d'ouvrage le ministère du Plan et du Développement. Donc à travers votre projet, qu'est-ce que vous faites pour réduire au maximum les contraintes liées à l'exercice de cette activité-là, au niveau des femmes? Alors, je veux parler de votre mode opératoire. Le mode opératoire, en fait, c'est que nous estimons que pour pouvoir améliorer la compétitivité finale du beurre de karité produit au Bénin, il faut produire plus, bien sûr, et il faut que ce produit arrive sur le marché avec des chances d'avoir de meilleurs prix, donc d'avoir une différenciation positive. Mais la différenciation positive, elle commence dès le début de la filière. Nous sommes dans des chaînes de valeur où ce n'est pas un produit qui est planté. Donc, où le premier gain de compétitivité que vous avez, c'est au niveau de la collecte. Si la collecte ne se fait pas dans des conditions optimales, vous perdez déjà en compétitivité à ce niveau parce que par rapport au volume collecté, par rapport à la qualité de ce que vous collectez,
vous avez des pertes. Et donc, ce qui peut être fait pour améliorer les conditions de collecte, puis les conditions de transfert de cette collecte sur les lieux de transformation en beurre, puis les conditions de transformation en beurre et ensuite la suite de la chaîne, est important. C'est important et nous avons comme approche sur ces questions choisi une approche qui est une approche de renforcement collectif. Nous avons élaboré une démarche qui est faite autour de plateformes d'appui à la transformation et à la commercialisation qui permet de faire tout simplement la chose suivante. D'identifier un certain nombre de points critiques qui sont problématiques et qui pourraient contribuer à améliorer la compétitivité d'ensemble de la chaîne. Et sur cette base, d'une part, de faire intervenir les associations et les interprofessions pour qu'elles puissent, dans la gamme de services et d'appui qu'elles donnent aux acteurs de la filière, donner un certain nombre de services en termes de formation, en termes d'encadrement, en termes de meilleure information sur les attentes du marché, parce qu'il est important que la femme qui collecte, que la dame qui collecte puisse savoir où va son produit et savoir comment le geste qu'elle fait au niveau de la collecte a un impact sur le produit fini que M. Ribou va vendre ou bien que Mme Tawema va vendre, et que si c'est mal fait dès le départ, ça se traduit là-bas par des pertes. Donc il y a déjà tout ce travail en termes de services, d'information, etc. Et puis il y a un deuxième aspect donc, qui est un autre type de plateforme d'appui à la transformation et à la commercialisation, qui sont plus axés sur des actions de renforcement de la capacité productive par la mise à disposition donc d'équipements, par la mise à disposition aussi d'espaces ou de facilités de transformation, mais tout ça à travers des appels à projets. Il faut, et c'est une condition importante, nous croyons que c'est parce que les femmes se mettent ensemble pour, avec l'appui de leur interprofession, élaborer des projets communs qui améliorent leurs conditions de travail et leur capacité productive, que nous pouvons répondre de manière efficace à une demande qui est faite par un ensemble, un groupe de femmes qui veut se mettre ensemble pour mieux vivre. D'accord. Gladys Tawema, est-ce que vous sentez l'action du Paracep sur le terrain? Comment le ressentez-vous? Je pense que le Paracep, M. Béou l'a dit, a commencé dans ce cadre-là il y a quelques mois. Et déjà, le fait qu'on soit assis ici montre qu'ils ont un impact conséquent, parce qu'ils ont quand même réussi à réunir les acteurs, entre guillemets, majeurs de la filière, dont Mme Mounatou représente les femmes qui sont à la base de la production du beurre. Donc, je peux dire que le Paracep, en tout cas, on sent la volonté d'impacter sérieusement la filière et d'être acteur du changement dans cette filière. Alors, Gilles Adamon, vous l'avez dit, la filière peut mieux se porter et la conférence internationale l'a également dit dans ses recommandations, l'environnement est favorable. Alors, comment faire pour que cette filière se porte le mieux possible? Alors, beaucoup de choses. En fait, je crois que M. Guéhou en a parlé un peu déjà. Il faut sécuriser la ressource. Et nous avons beaucoup de problèmes justement par rapport à cette ressource-là, parce que beaucoup ne le savent pas, mais l'arbre à karité met plus de 15 ans, parfois même 20, 25 ans avant de donner le premier fruit. Donc c'est un arbre précieux. Et il a une durée de vie de 200 ou 300 ans. Et comme c'est un arbre difficile à entretenir, et un arbre sauvage, il est à la portée de tout le monde. Il y a beaucoup de feux de brousse qui détruisent les arbres. Il y a beaucoup de fabricants de mortiers pour faire l'igname boxé ou l'igname pilé, comme on dit chez nous. Et ces arbres sont en train de disparaître. Alors, il y a également des insectes ravageurs qui attaquent
cet arbre-là. Donc, il faudrait que, au niveau de l'État, il y a déjà en fait des lois qui existent pour protéger l'arbre, parce que vous ne devez pas couper l'arbre à karité, mais l'application n'est pas vraiment effective sur le terrain. Il faudrait que ça soit réactivé et renforcé. Il faut qu'au niveau de la recherche, on puisse chercher des solutions pour combattre ces insectes ravageurs-là. Et au niveau de la recherche également, travailler sur une nouvelle variété d'arbres à cycle court qui pourrait permettre de produire des fruits en 5-6 ans, ce qui pourrait permettre à un individu ou à un opérateur économique, par exemple, de décider de faire une plantation et de l'entretenir pendant un temps quand même assez court et profiter de son fruit et produire on s'appelle du karité sur le marché. Donc, ce sont des réflexions que nous menons au niveau aussi bien de l'AKB que de l'AGK, et les recherches sont quand même assez avancées. Et je peux même vous dire qu'au Bénin, il y a un docteur ingénieur en agronomie qui a un brevet pour greffer l'arbre à karité pour lui permettre de donner des fruits après 5, 6 ans ou 7 ans. Je ne veux pas nommer le monsieur, mais il s'appelle Nyanglais Césaire. D'accord. Alors, Roland Ribon, on imagine bien que l'approvisionnement ne doit pas être facile, non? Tout à fait. En principe, on passe par des intermédiaires, mais ce n'est pas satisfaisant parce que c'est tout venant. Donc nous-mêmes, nous sommes impliqués dans l'encadrement des groupements de femmes. Et actuellement, nous encadrons à peu près 3000 femmes dans plusieurs localités comme Djougou, Niki, Basila, Péréré, Ndali. Et nous comptons augmenter chaque année le nombre de femmes que nous suivons. Et on peut dire que leur revenu a augmenté de 30% par le fait que, suite à la formation, elles produisent, on parlait tout à l'heure, des noix d'une meilleure qualité qui donc arrivent chez nous avec moins d'humidité, plus facilement travaillables et avec un rendement meilleur. Donc nous sommes déjà à ce niveau de la chaîne. D'autre part, ce qu'on n'a pas dit par modestie sans doute, Gilles Damon, c'est que nous sommes actuellement dans le cadre d'un comité installé par le président de la République sur la réorganisation de cette filière complètement. On part du départ, donc effectivement, l'arbre qui se raréfie et qui donc devrait pouvoir petit à petit augmenter, il faudrait augmenter le nombre d'arbres, soit par le greffage, soit par d'autres systèmes, comme le fait d'utiliser des branches qu'on fait repousser directement et qui donnerait donc une bien meilleure rapidité de production. Donc nous sommes là-dedans et bien entendu nous sommes aussi dans tout le reste de la chaîne et comme je le disais, nous souhaitons que la production soit faite sur place, c'est-à-dire qu'on arrête d'exporter les amandes dans l'État et que la totalité de la production du pays soit au moins avec une valeur ajoutée minimale sur place. Donc ça, c'est des projets qu'on présentera au président de la République. Et à part ça, à part étant le fait que je suis le président directeur général de Fludor, je suis aussi le président du CIPB, qui est le Conseil des affaires privées au Bénin, qui s'est saisi de cette opportunité. Et donc, début avril, nous ferons une grande soirée à ce sujet. Très bien. Alors, le gouvernement est préoccupé par, on va dire, la réorganisation de cette filière. Au niveau des acteurs, comment est-ce que vous vous organisez? Bien, merci madame. L'association Karité Bénin est l'organisation qui représente actuellement toute la filière du karité au Bénin. Donc vous avez au sein de l'association Karité Bénin 236 groupements de femmes dans toutes les zones de production du karité. Vous avez les acheteurs professionnels qui sont membres de l'AKB. Vous avez Fludor Bénin qui est là. Vous avez la société CNAR Bénin qui est le négociant d'amande de karité. Mais vous avez des petites et moyennes entreprises telles que Natura, Caritique et Zikora. Et vous avez des structures d'appui qui accompagnent. Donc, au sein de l'AKB, vous avez déjà un espace où tous les acteurs peuvent se retrouver.
Mais ça, c'est la première étape. Il s'agissait de regrouper tous les acteurs. L'étape qui suit, c'est de pouvoir faire évoluer l'association vers une véritable interprofession. Et ça passe par une organisation depuis la base, donc les coopératives formalisées, au niveau des communes, des unions communales, et que chaque acteur à son niveau puisse également trouver le cadre pour se faire représenter au sein de l'interprofession. Et donc le Paracep, comme je le disais tantôt, est un partenaire stratégique de l'association Carité Bénin pour conduire ce processus d'organisation et de structuration de la filière qui est un facteur de compétitivité de l'ensemble des chaînes de valeur. Alors, Philippe Topanou, le Paracep, comment est-ce que le Paracep compte mieux organiser cette filière? C'est important quand même pour son renouveau. Oui, alors je vais peut-être rebondir sur ce que M. Béou vient juste de dire. Déjà, en renforçant la capacité organisationnelle et la capacité d'appui et de service de son organisation interprofessionnelle. Une interprofession, c'est une organisation qui est à la fois représente les acteurs de la filière, fait le plaidoyer pour eux, mais leur donne aussi des services. Donc en l'état, c'est la solution. C'est une partie de la solution. Leur donne des services qui leur permettent d'être mieux informés, d'être plus performants dans l'environnement dans lequel ils évoluent. L'autre aspect de renforcement, de restructuration, de structuration de la filière, s'il faut dire, c'est de favoriser le développement au sein de cette filière d'entreprises qui sont des entreprises normalisées, des entreprises qui sont plus proches des standards qui leur permettent d'être performantes sur les marchés. L'idée est quand même que nous ayons au Bénin des champions, que nous ayons des petites entreprises, des grosses entreprises, des entreprises moyennes, qui soient des entreprises championnes par la qualité des produits, par la perception que les gens en ont ici et ailleurs. Championne sur l'échiquier international. Championne sur l'échiquier. Et quand vous êtes champion, vous devez pouvoir compétir partout. Donc c'est à la fois les organisations et les entreprises qui doivent être performantes. Alors, Memonatou Kora, on l'a vu, hein, c'est un domaine qui impacte beaucoup les femmes, qui attire beaucoup les femmes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la femme béninoise, ramasseuse, transformatrice, profite des fruits de son travail? C'est vrai, toutes les femmes dont vous venez de parler, elles profitent, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Qu'est-ce que vous voulez alors? Nous voulons qu'elles profitent mieux que ce qu'elles sont en train de vivre actuellement. Parce que tout à l'heure, mon président... Que vivent-elles actuellement? Faisons un état des lieux. Voilà. Actuellement, quand elles ramassent les noix, il y a des moments où elles sont dans le besoin de l'argent. Elles bradent, elles n'attendent pas. Or, si elles avaient des revenus vraiment solides, elles pouvaient stocker ces amandes-là et les vendre au bon moment et à bon prix. Vous voyez? Donc, nous souhaitons qu'elles puissent vraiment gagner plus que ce qu'elles sont en train de gagner. Parce que à elles reviennent plus de charges. Elles supportent tout, donc il faut qu'elles vendent mieux leurs produits. Donc avec Paracep, ils sont en train de nous amener à la labellisation. Comme ça, nos produits pourront répondre sur les marchés internationaux pour qu'elles puissent vraiment gagner ce qu'elles Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, ce n'est pas encore. On vient de commencer avec Paracep. D'accord. Alors Gladys Taouiman, je précise hein, que vous venez d'être honorée. Vous venez d'être honorée au sein de l'Alliance Globale Carité et vous êtes la représentante hein, des femmes. Je crois, hein, vous êtes la représentante, oui. Elle est la représentante du Bénin. Voilà, vous êtes la représentante du Bénin au sein de cette grande alliance. On imagine que c'est une opportunité pour le Bénin. Que peut t'attendre? Qu'est-ce que les femmes béninoises qui interviennent dans ce secteur-là peuvent attendre de vous? Alors, je vous remercie pour la question. C'est vrai que c'est un honneur. Quand j'étais plus petite, et mes parents me demandaient qu'est-ce que tu veux faire. Je disais, je veux gérer des entreprises. Et parfois, je disais, je veux être ambassadeur. Et je pense que grâce à l'Alliance Carité Bénin, qui m'a honorée en me présentant comme celle qui représentera le Bénin pendant 2 ans dans l'Alliance Globale Carité, fait de moi l'ambassadrice. Tout à fait. L'ambassadrice de la filière à l'international. Donc, je suis mandatée
par le président de l'AKB et la filière Carité Bénin pour représenter et porter la voix de la filière à l'international. Et je suis totalement pour que la condition et les revenus des femmes s'améliorent. Donc naturellement, je ne peux que me battre pour ça. Et je pense que mes collègues dans l'Alliance globale de Carité, dans l'Alliance globale des autres pays, savent pertinemment qu'il faut que les femmes qui sont à la base des filières respectives vivent mieux et vivent décemment de leur travail. Et on va se battre pour que ces femmes-là, dans les pays producteurs de karité, puissent valablement vivre des fruits de leur travail. Donc je suis partante et de toute façon, je l'ai annoncé pendant les 3 jours de travaux, que ma mission sera de continuer dans le sens de mon prédécesseur qui est M. Adamon, porter la voix des femmes productrices et permettre des meilleurs revenus pour elles. On imagine bien que vous pensez déjà à une stratégie. Oui, bon, ça fait pas longtemps que je suis là, mais c'est vrai que j'ai eu une réunion de travail avec M. Adamon pour savoir comment mettre en place une stratégie, mais qui sera de toute façon dans la ligne directrice de la stratégie globale pour le karité que nous allons livrer au chef de l'État dans pas longtemps. Alors, Roland Ribaud, dites-nous en matière, parlant de la commercialisation, quels sont les marchés que vous couvrez? Peut-être avant de répondre à votre question, je voudrais compléter un peu ce que j'avais dit auparavant sur le travail qu'on fait auprès des femmes. Nous sommes soutenus bien entendu par l'AKB, par la GIZ et par le Paracep. Et le Paracep également va nous aider pour cette conférence que nous comptons faire au mois d'avril, de façon à populariser le fait que le karité c'est important. Et un autre élément aussi que je voudrais souligner avant de répondre à votre question, c'est que si on ne fait rien pour les femmes, c'est pas de la charité, ça va s'arrêter. Parce que les femmes ne sont pas toutes très jeunes. Les plus jeunes se demandent si vraiment c'est intéressant d'aller faire ce genre de choses dans des conditions très difficiles, comme on l'a dit, pour gagner pas grand-chose. Donc, parmi les stratégies que j'imaginerais, ce serait d'une part effectivement arriver à rapprocher les arbres des femmes, c'est-à-dire donc ce qu'on a imaginé, soit par exemple des privés qui planteraient, soit les villages eux-mêmes qui planteraient des arbres, de façon à ce qu'on puisse avoir ces arbres aussi plus à portée de main et que l'engouement pour cette activité continue. En plus, si nous arrivons à avoir donc ne disons pas des intermédiaires, mais il est vrai que souvent l'intermédiaire en profite, il arrive avant la campagne, il peut acheter à certains prix qui ne sont pas intéressants pour les femmes, mais qui sont indispensables. Donc il faudrait effectivement que celles-ci aient d'autres revenus, qu'il y ait un système de crédit pas cher dans les cas où il y a des problèmes. Donc nous essayons d'imager tout cela. Bon, ça c'est pour maintenant, pour répondre à votre question, nous sommes dans ce marché particulier du beurre de qualité alimentaire qui est en fait un duopole. Vous avez 2 énormes sociétés, une en Scandinavie, donc au Danemark, 150 000 tonnes d'équivalent amande de karité, et l'autre qui s'appelle Awaya IOI, qui est en Malaisie et qui fait 120 000 tonnes. Donc nous traitons avec l'un ou l'autre de ces 2 mastodontes qui bien sûr peuvent imposer une partie de leur volonté. Et c'est ce que nous faisons en fait. Donc c'est très différent du beurre de qualité cosmétique qui lui a un marché complet. On peut imaginer que des sociétés béninoises comme Caritique vendent directement jusque pratiquement aux consommateurs. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on doit passer par des discussions avec des gens qui traitent des milliers de tonnes et qui vendent sur 2-3 ans à Nestlé ou Cadbury ou d'autres. C'est un marché un peu spécial. Est-ce que sur le marché, le karité du Bénin est très prisé? Tout dépend de la qualité que nous pouvons lui insuffler. Et donc, en ce qui nous concerne, à Flux d'Or, on fait en sorte que la qualité soit bonne et donc on n'a jamais aucun problème pour exporter notre beurre. Donc, on peut dire oui, ce beurre de qualité alimentaire a des normes internationales qui sont tout à fait satisfaisantes. Alors, Gilles Adamon, on peut se dire alors bientôt un avenir à Dieu pour cette filière du karité, non? On peut se le permettre?
Bien sûr, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. D'accord. On se bat pour ça. Je voudrais venir un peu en arrière sur le problème des femmes lorsqu'elles collectent leurs amendes. C'est que elles n'ont pas de liquidité, n'ont pas de trésorerie, ce qui fait qu'elles sont à la merci, comme dit M. Ribou, des acheteurs qui en profitent surtout pendant la période à la rentrée des classes. Les femmes ont besoin d'argent, Et elles disent j'ai prix, besoin ils prennent ça à n'importe quel prix. Donc nous voulons et nous essayons de mettre en place des fonds de garantie pour permettre à ces femmes-là d'avoir des prêts pour pouvoir acheter et garder les produits chez eux pendant un certain temps et les vendre lorsque le produit au niveau du marché a un prix intéressant. Ça déjà, si on arrive à faire ça à notre niveau ici, leur revenu va s'améliorer. Maintenant, au niveau international, c'est vrai que ce n'est pas nous, les fabricants, les producteurs, qui fixons les prix du marché, mais lorsque on pourra avoir des quantités de plus en plus importantes de produits de bonne qualité, forcément les prix vont suivre et les femmes en profiteront. Très bien. Alors voilà, la filière Carité va mieux se porter et les femmes également vont mieux se porter si cette filière est réorganisée. Alors, Memonatou Kora, vous également, vous êtes honoré au niveau de l'Alliance globale Carité. Vous êtes, je crois, la représentante des femmes, c'est ça? Oui, à l'AGICA. La femme, que comptez-vous faire, vous, précisément? Merci. Je sais que le choix qui a été porté sur moi, c'est un gros travail qu'on est en train de me confier, ou bien qu'on m'a déjà confié. Vous portez désormais les femmes ramasseuses, transformatrices, oui. Vous portez toutes ces femmes-là, dont moi-même je fais partie, parce que nous sommes du même groupe. Je sais que c'est une autre lourde responsabilité que j'ai. Cette dame, sans elle, aucun parmi nous ici ne peut dire qu'il est entrepreneur. Bien qu'il est commerçant. C'est grâce à leur travail. C'est grâce à elle que tous nous vivons. Parce que c'est elles qui vont au champ pour ramener tout ce que nous transformons jusqu'au produit fini sous diverses formes. Donc ces dames-là, pour leur permettre de vraiment continuer ce travail sans difficulté, j'ai la lourde responsabilité vraiment de les aider, de me battre nuit et jour. Je suis prête à répondre à tout et à tout moment pour elles. Je serai présente partout, aller même prendre aller participer aux prises de décision pour leurs revenus intéressants, pour leur intérêt, chercher des projets qui pourront les aider, comme Paracep, à qui je vais chaque fois taper la porte, je ne cesserai pas parce que je les connais, et chercher d'autres que je ne connais pas encore avec l'aide de mes doyens, mes coordonnateurs. Nuit et jour, je tiens vraiment, parce que avec cette responsabilité, je voudrais qu'on ait des résultats concrets. Pour que cela impacte. Cela impacte vraiment, et que ces dames-là, ce pourquoi nous nous battrons, qu'elles puissent vraiment, que ces intérêts-là leur reviennent. Parce qu'il ne faut pas que c'est elles qui souffrent et c'est d'autres personnes qui récoltent les bons fruits. Alors finalement, Philippe, toquons-nous de l'autonomisation de ces femmes dépend la durabilité de ce secteur, finalement. Tout à fait, parce qu'en fait, si ces femmes sont autonomisées, cela veut dire quoi en termes concrets? Ça veut dire qu'elles sont capables de prendre des décisions, là je reviens peut-être à un langage d'entreprise, des décisions de gestion rationnelle. Je vends quand? Je vends à quelle qualité, je produis quel niveau de qualité, et non pas des décisions totalement irrationnelles parce que j'ai besoin d'argent et que je dois absolument vendre aujourd'hui, même si ce n'est pas optimal. Donc déjà, il y a cette première dimension, c'est de leur donner cette capacité de pouvoir être des acteurs rationnels d'une chaîne de valeur qui est une chaîne de valeur à haut potentiel. La deuxième chose, c'est que le fait d'être autonome leur permet de choisir en quelque sorte le type d'organisation dans lesquelles elles veulent évoluer. Quelle est
quelle est la meilleure manière pour ces femmes, pour ces dames, de s'insérer dans ces chaînes de valeur? Est-ce que c'est d'être en coopérative? Est-ce que c'est d'être en association ou en groupement d'intérêt économique où chacune est autonome, chacune est libre, mais décide avec d'autres de produire indépendamment, mais de commercialiser en groupement? Les opérations d'exportation sont des opérations complexes pour lesquelles, je l'ai dit pendant la conférence, il est intéressant parfois de pouvoir y aller de manière groupée. Donc c'est leur donner le choix, leur donner cette capacité de choix qui de toute manière est importante pour n'importe quel homme d'affaires, n'importe quel entrepreneur. La capacité d'avoir le choix, c'est une des conditions de la compétitivité. Alors comment rendre disponible aujourd'hui, puisque vous, Gilles Adamon l'a évoqué tout à l'heure, la question de la disponibilité de la ressource est capitale aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens? Alors, ce qu'il faut faire dans ce sens, je pense que c'est un travail de longue haleine, parce que bien sûr, il y a des travaux de recherche qui sont en cours. Il s'agit d'une ressource qui est sauvage pour le moment. Il y a des travaux qui sont faits pour essayer de domestiquer la ressource. Et ces travaux doivent être accompagnés. Il y a un autre aspect, comme je disais, les conditions dans lesquelles la collecte se fait. Il faudrait que les conditions soient effectivement optimales pour qu'on s'assure de la qualité et de la quantité de ce qui arrive sur les lieux de transformation. Et puis, je pense qu'il y a un autre élément qui est très important aussi, c'est d'avoir le bon plaidoyer. C'est un produit assez particulier. Vous savez, moi, avant de me pencher de manière un peu plus profonde sur ces questions, comme tout le monde, je pensais que la seule utilisation possible du beurre de karité, c'était l'utilisation cosmétique, la plus courante qu'on connaisse. Et c'est quand on rentre dans cette chaîne de valeur, dans cette filière, qu'on se rend compte qu'il y a une multitude de chaînes de valeur qui peuvent être créées autour de ce produit alimentaire, puisque dans la production agroalimentaire, c'est une matière grasse qui est très prisée, mais aussi dans un tas d'autres domaines. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il faut pouvoir saisir toutes ces opportunités et élargir la gamme d'opportunités, mais ça c'est à travers le plaidoyer qu'il faut pouvoir le faire. Et parlant d'opportunités, il y a quand même une nouvelle vision pour le Bénin, parlant du programme d'action du gouvernement. Comment est-ce que le PARACEP s'inscrit dans cette dynamique? Alors, le programme d'action du gouvernement, nous y contribuons à travers deux axes principaux. Le premier, c'est en contribuant directement au projet dans le secteur agricole sur les filières à haute valeur ajoutée. Le karité n'est pas aujourd'hui une filière à haute valeur ajoutée, nous pensons qu'il devrait l'être. Et nous accompagnons donc l'AKB, nous accompagnons cette filière pour pouvoir faire le plaidoyer et lui donner les éléments pour y parvenir et donc disposer de tout l'accompagnement nécessaire. D'autres filières qui sont dans notre portefeuille, l'ananas ou l'aviculture, font déjà partie de ces filières prioritaires. Mais l'autre aspect aussi, c'est bien sûr de pouvoir contribuer à la construction des compétences et du savoir. Il y a une question de compétences derrière. Il faut qu'il y ait de la recherche qui soit faite, il faut qu'il y ait de la compétence qui soit développée, parce que de toute manière, nos entrepreneurs ne pourront être en compétition avec les autres que s'ils sont effectivement compétents, s'ils sont outillés avec tous les outils nécessaires pour faire face à cette compétition. Alors, à la date d'aujourd'hui, Roland Ribon, nous avons à peu près combien d'industries de transformation au Bénin? Vous avez sur l'alimentaire, d'accord. Il y en a une, c'est Fludor. Oui. Et sur le cosmétique, je crois que les réponses sont de chez Natura ou bien chez Caratic. Alors, Gilles Adamon, il y en a à peu près combien
de réelle industrie de transformation de karité. Ça dépend de à quel niveau de chiffre d'affaires vous voulez parler. Mais tout ce que je sais, c'est que tous ceux qui travaillent dans ce secteur veulent se développer. Donc il faut donner la chance à tout le monde. Je pense qu'il y a au bas mot une dizaine de petites entreprises actuellement qui peuvent déjà exporter, qui ont des produits de bonne qualité. Nous exportons déjà depuis 11 ans sur les États-Unis. Et ils s'exportent bien? En tout cas, depuis 11 ans, on continue, donc ça veut dire que c'est pas mal. On voudrait le faire plus. Mais il y a beaucoup d'autres qui peuvent le faire. Ils ont des problèmes peut-être de capacité, parce que tout le monde ne peut pas faire pour exporter, c'est de gros volumes. Si c'est pour envoyer par avion, on n'appelle pas ça de l'exportation. Donc, d'où aussi la possibilité que des petites entreprises, Karité, Zikora, Natura, puissent se mettre ensemble. Et faire des conteneurs. L'autre solution, c'est également ça, voilà. Aller ensemble. Et pouvoir exporter, avoir un agent à l'extérieur qui le fait pour eux, au lieu que ce soit chacun de nous qui ait son commercial, son chef marketing et machin et tout. Donc tout ça, c'est des choses dont nous parlons dans l'AKB et que nous espérons que Parasat va nous aider à réaliser bientôt. Alors, Yvan Guéron, on l'a dit tout à l'heure, l'une des solutions pour relancer cette filière-là, c'est d'aller vers l'interprofession du karité au Bénin. Est-ce qu'il y a déjà des démarches en cours pour y arriver? Bien, merci, madame. Nous n'avons plus, beaucoup de temps, oui. Okay. Donc, déjà, comme je l'ai dit tantôt, la réalité de l'AKB qui permet d'avoir tout le monde ensemble est déjà un élément extrêmement positif qui nous prépare à l'interprofession. Et nous avons tous les éléments pour faire passer l'association actuellement, qui est une association, vers une interprofession. Nous avons les textes donc, que l'État a mis en place. Nous avons la promesse lors du dialogue qui a eu lieu en décembre passé avec le gouvernement. Le gouvernement s'est engagé à nous accompagner dans ce processus de l'interprofession. Nous avons les partenaires techniques tels que le Paracep ou bien même le ProAgri de la GIZ. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour aller vers l'interprofession. Nous avons un plan d'action. Le plan d'action de l'AKB pour 2017 a pris en compte cet élément-là et ça sera mis en œuvre. Et nous pensons qu'à l'horizon novembre 2017, nous serons prêts pour organiser l'Assemblée générale qui va mettre en place l'interprofession au niveau de la filière karité. D'accord. Merci donc à vous, messieurs et dames. C'est déjà la fin de cette émission, mais je vais vous donner quelques petites secondes pour conclure cet entretien. D'abord, vous, Gilles Adamant. Merci déjà de nous avoir permis de parler de notre passion à chacun. Et je dirais merci au gouvernement aussi, au président de la République, qui a saisi l'importance du beurre de karité et met les moyens pour que cette filière-là vraiment se développe. Voilà. Les Moula Toukora. Je dirais la même chose que lui. Et merci aussi à Paracef, parce que c'est grâce à eux que nous sommes là aujourd'hui. Et que la filière karité se réveille. Comme on le dit dans notre langue du Nord, Soudomse. C'est l'heure de femmes aussi. Voilà, avec les femmes, c'est l'heure de notre sortie du sommeil. Okay. Alors, Philippe Tokwanou, on vous remercie. Vous remerciez qui? Nous remercions les femmes. Nous avons, à l'occasion de ces conférences internationales sur le karité, voulu faciliter la participation de 50 femmes, de 50 femmes leaders de cette filière qui viennent des régions de production qui sont au nord du pays. Et elles sont venues massivement. Elles ont participé parmi les 50, même si les deux qui sont au comité ne sont pas
il y en a une qui est venue et l'autre qui était sur place ici, mais ça nous fait plaisir de nous rendre compte qu'effectivement, ça permet, notre action peut contribuer à permettre aux femmes de mieux s'intégrer dans les instances Elles de font la décision fierté du Paracep, c'est ça. Oui, nous sommes assez fiers, hein, nous sommes assez contents. Donc, je m'arrêterai là. Roland Rivaux, Deux choses. Bon, bien sûr, le Paracep qui nous a soutenus, aussi les autres organisations, la KB, la GIZ, et puis finalement le chef de l'État, qui, je crois, s'est pris aussi d'une passion pour le Carité, puisqu'il a intégré dans ce comité où quand même le cajou est beaucoup plus important en termes monétaires, etc. Mais il a vraiment voulu que ce soit intégré, donc je pense que grâce à cela, nous allons arriver à un bon développement. Moi, mon souhait, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la totalité de la production d'amandes de Carité soit traitée sur place. C'est ce à quoi il faut arriver. d'accord. Gladys Tawima. Alors, comme mes prédécesseurs, je souhaite remercier le chef de l'État, le gouvernement et les institutions, les PTF qui accompagnent la filière. Et j'aimerais dire que de toute façon, il va falloir que les acteurs de la filière montrent que ça vaut la peine, que toutes ces instances s'intéressent à la filière. Donc, c'est un partenariat public-privé, mais vraiment, il va falloir que les acteurs de la filière montrent que ça vaut la peine. Urbain Guéot, ça vaut la peine? Tout à fait, sinon on ne serait pas là. Je remercie pour mon mot de fin, je veux remercier le Paracep qui se positionne comme un acteur très important pour la promotion de la filière Carité du Bénin. Et je tiens aussi à dire que le dialogue permanent entre les acteurs privés au sein de l'AKB et le gouvernement est une voie très importante si nous voulons avoir une politique nationale cohérente qui permet vraiment de prendre en compte les intérêts des uns et des autres et l'intérêt général du pays. Merci. Voilà, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Vous l'avez compris, le Carité, c'est un produit à fort potentiel et cette filière se porte bien au Bénin, mais elle peut mieux se porter. C'est la préoccupation de tous les acteurs de cette filière qui souhaitent également que les femmes, les ramasseuses, les transformatrices, toutes celles qui interviennent à ce niveau, n'est-ce pas, puissent profiter du fruit de leur travail. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.